Bonjour, je m'appelle Didier Pourquerie, je suis directeur de la rédaction du site The Conversation et à l'occasion de la conférence AFD sur le thème Inégalité et lien social, je reçois Shanta Devarajan, bonjour, et Gaël Giraud, bonjour. Bonjour. Shanta Devarajan, vous êtes économiste et directeur principal pour l'économie du développement au groupe de la Banque mondiale. Gaël Giraud, vous êtes chef économiste de l'AFD, l'Agence française pour le développement. Alors messieurs, pourquoi, première question de fond, pourquoi les inégalités nuisent-elles au développement? Shanta. Je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est plus ou moins une raison technique, c'est-à-dire les sociétés les plus inégales ont beaucoup plus de difficultés à réduire la pauvreté. C'est-à-dire le même niveau de croissance donne un niveau de réduction de la pauvreté beaucoup plus faible dans les sociétés inégales. Mais il y a aussi peut-être une raison plus ou moins politique, c'est-à-dire un niveau d'inégalité très élevé pèse sur la conception de l'injustice sociale dans les sociétés. Et ce que nous avons constaté, par exemple, dans le Moyen-Orient, c'est si ce niveau devient assez profond, il y a des révolutions, il y a de l'instabilité, il y a de la violence, et ça peut peser sur la croissance économique et le développement pour longtemps. Pour compléter ce que vient de dire Shanta, je dirais peut-être qu'il faut distinguer entre différents types d'inégalités. Si vous prenez par exemple la question de l'inégalité des genres, beaucoup d'enquêtes empiriques montrent que si on avait davantage d'égalité hommes-femmes, on aurait un gain de croissance et en tout cas de PIB qui serait assez phénoménal, 1, 2, 3%, ça dépend des pays, quelquefois encore même davantage, bien davantage. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est, on pourrait dire, la question du capital humain, de l'éducation. Les inégalités d'accès à l'éducation font que dans un certain nombre de pays du Sud globalisé, vous avez des franges entières de la population qui n'arrivent toujours pas à accéder à une éducation au moins secondaire, et pour une partie d'entre elles, malheureusement, déjà primaire. Et donc, ça fait du capital humain qui n'est pas là, et du coup, des personnes qui sont peu employables sur le marché du travail, et en tout cas, qui ne peuvent pas favoriser, disons, par exemple, une industrialisation qui est la grande étape que tout le monde attend pour le continent africain. Et puis il y a un troisième canal qu'on peut peut-être mentionner, qui est, pour ce qui est des inégalités de revenus, le fait que du coup la partie la plus défavorisée de la population, dans un grand nombre de pays, est obligée de recourir à l'endettement privé, pour maintenir un certain niveau de vie. Et cet endettement ne se voit pas toujours très bien, parce que quelquefois il est contracté auprès du secteur bancaire informel, en particulier en Amérique latine et en Amérique centrale. Et dans le secteur bancaire informel, où il n'y a pas de régulation bancaire, les taux d'intérêt peuvent être prohibitifs. Vous pouvez avoir des taux d'intérêt de 40% par an. Et ça, évidemment, un ménage pauvre qui est endetté à 40% par an n'a aucune chance de réussir à sortir de la trappe à pauvreté. Vous partagez cette analyse sur l'endettement notamment? Oui, si je peux ajouter une petite chose dans ce domaine de l'éducation aussi. La façon avec laquelle une société augmente, c'est avec la mobilité sociale. Les familles pauvres deviennent moins pauvres et les choses comme ça. Mais ce que m'inquiète un peu, c'est que nous avons constaté que la mobilité sociale est plus faible dans les pays pauvres par rapport aux pays riches. On parle de la mobilité sociale aux États-Unis et Grande-Bretagne, mais dans les pays africains, par exemple, un constat que je me rappelle, c'est seulement 12% des jeunes aujourd'hui sont plus éduqués que leurs parents. Ça veut dire 88% sont moins éduqués que leurs parents. Donc la mobilité sociale est très, très faible dans ces pays. Et vous pensez que ça évolue ou que ça s'est dégradé ou ça... Ça doit évoluer, c'est-à-dire l'éducation, c'est une façon la plus puissante de sortir de la pauvreté. Mais le fait est, nous sommes en train d'échouer dans ce domaine. Et il faut accélérer le progrès dans le domaine de l'éducation. Oui, la Banque mondiale a fait un rapport absolument déterminant sur cette question, tirant la sonnette d'alarme sur ce qu'on pourrait appeler quand même un échec de l'enseignement primaire et de l'éducation. Pour ce qui est des pays du Nord, on pourrait dire aujourd'hui, depuis au moins une quinzaine d'années, il y a une stagnation de la mobilité sociale éducative. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 2 siècles, y compris en France, il ne sera pas plus facile pour des enfants de faire des études supérieures que pour leurs parents. Et donc ça, c'est un phénomène nouveau. L'ascenseur social éducatif est en panne, y compris dans les pays du Nord. Alors justement, cette
ce que vous dites là sur l'éducation, ça fait appel à ce concept d'égalité des chances. Alors, est-ce que ce concept d'égalité des chances est encore pertinent? Est-ce qu'il est suffisant ou est-ce qu'il est insuffisant? J'aurais tendance à dire que les travaux qu'on mène à la fois à la Banque mondiale, à l'AFD et avec l'ensemble des bailleurs internationaux avec qui on travaille en très bonne intelligence, suggèrent qu'il faut aller plus loin que l'égalité des chances. L'égalité des chances est nécessaire mais n'est pas suffisante. D'une certaine manière, on pourrait dire, si vous pensez aux travaux de John Rawls dans les années 70, la théorie de la justice, l'égalité des chances jouait un rôle fondamental dans sa conception de la justice, mais elle devait être complétée par le principe de différence, le principe du maximin. Autrement dit, la puissance publique, quand il y a des défaillances de marché, devait intervenir pour faire en sorte qu'elle puisse favoriser le sort du plus défavorisé. Et puis, dans les années 90, les travaux de quelqu'un comme Anthony Giddens ont fait que, petit à petit, une partie d'entre nous, des élites occidentales, a oublié le principe du maximin et n'a gardé que l'égalité des chances. Si vous ne gardez que l'égalité des chances, vous entrez dans une vision du monde qui est très individualiste. Chacun est sur sa ligne de cours, on va tous courir la même course, pourvu qu'on ait les mêmes obstacles. Les solidarités sociales disparaissent, et c'est une vision, au fond, assez darwinienne. Et en plus, c'est une vision qui est d'une certaine manière self-defeating, on pourrait dire en anglais, parce que, comme vient de le rappeler Shanta, au fond, les inégalités de position, de statut, se perpétuent entre les générations. Et on a même vu dans les travaux qu'on mène depuis hier que c'est un phénomène très très fort aujourd'hui. Il y a une espèce de trappe à pauvreté qui se perpétue de génération en génération. Et puis un deuxième élément qui est le fait qu'aujourd'hui, les études, y compris celles de la Banque mondiale, montrent que le facteur d'inégalité le plus fort, c'est le lieu où vous êtes né. C'est l'élément le plus déterminant pour votre trajectoire sociale, d'où l'émigration d'une partie de la population. Or ça, vous ne le choisissez pas. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, l'égalité des chances, vraiment, est un concept qui est, à bien des égards, très insuffisant aujourd'hui. Vous partagez cette analyse Oui, aussi. oui, vraiment, il y a des limites pour l'égalité des chances parce que, quand vous le traduisez dans la façon de politique économique, c'est-à-dire si vous souhaitez augmenter l'égalité de chances, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il y a beaucoup de choses que nous avons essayé à faire et nous avons échoué, comme dans l'éducation. Parce qu'on a créé des écoles, on a payé des enseignants, mais la fait est les enfants n'apprennent pas. Et ça, c'est le défi pour nous. C'est comment on peut vraiment éduquer les enfants pour qu'ils puissent lire, pour qu'ils puissent faire des mathématiques et les choses comme ça. Et ça devient, comme l'a dit Gaël tout à l'heure, ça devient cette question de cohésion sociale, c'est-à-dire la volonté politique pour que la société souhaite éduquer leurs enfants et surtout les enfants pauvres. Alors, justement, pour finir, qu'est-ce qu'on met à la place de ce concept d'égalité des chances, justement? Cohésion sociale ou autre chose? Qu'est-ce qu'on met? Oui, il faut avoir un ensemble des indicateurs, parce que, par exemple, dans le Moyen-Orient, ce que nous avons constaté, que l'inégalité mesurée par le coefficient de Gini, par exemple, n'était pas très élevée. Et ça diminuait pendant les premières 10 années du XXIe siècle. Mais la fait est, la classe moyenne est devenue beaucoup plus pauvre et ils souffrent. Ils n'étaient pas contents dans les enquêtes de Gallup, par exemple. Et ce sont des statistiques, ce sont des indicateurs que nous oublions dans nos statistiques traditionnelles, c'est-à-dire le coefficient de Gini. Donc, je crois que, par exemple, le niveau de satisfaction des différents groupes de société est assez important que le niveau de revenus, le niveau des dépenses privées. Oui, et peut-être on peut dire, pour compléter ce que vient de dire Shanta, si on prend un peu exemple du grand pays qui a réussi à sortir quand même 600, 700 millions de personnes de la pauvreté, à savoir la Chine, dans les 30 dernières années, comment la Chine a-t-elle fait? En fait, elle a géré de manière pas très démocratique, mais très efficace, un exode rural massif de Chinois qui venaient de régions rurales très pauvres et qui se sont embauchés à la ville. Elle a réussi à faire ça parce qu'elle proposait du travail, parce qu'elle est devenue pendant 20 ans, 25 ans, la grande usine du monde. Donc il y a quand même un aspect fondamental qui est aujourd'hui comment est-ce qu'on arrive à créer des emplois qui sont adaptés à la main-d'œuvre qui est présente. C'est un énorme défi pour l'Afrique,
qui va avoir au moins 1 milliard de personnes de plus dans les 30-35 années qui viennent, en plus du 1,3 milliard de gens qui vivent déjà sur le continent aujourd'hui. Et donc ça, à mon avis, ça renvoie aussi à l'énorme question de l'industrialisation. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui favoriser des investissements massifs sur les infrastructures, notamment du continent africain, de manière que l'Afrique puisse éventuellement prendre le relais d'une partie de l'Asie qui n'arrive plus aujourd'hui, pour des tas de raisons, à assumer le rôle qu'elle a joué de grande usine du monde. Donc ça pose la question majeure de l'industrialisation verte de l'Afrique. Ça peut apporter une réponse à la réduction des inégalités, parce qu'avec ça, vous donnez du travail, vous limitez les migrations. Ce travail, il faudra bien qu'il soit payé. Ça donne des revenus à des gens qui aujourd'hui n'en ont pas. Merci messieurs. On voit bien que là, entre faire des efforts pour une éducation plus efficace et pour une industrialisation verte, on a déjà deux voies pour améliorer la situation. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.